Au Canada, des archéologues ont récemment fait une découverte exceptionnelle. On se serait cru dans Indiana Jones, c'était incroyable. Ce nouveau site bouleverse tout ce qu'on sait de l'Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens. Les archéologues n'en croient pas leurs yeux. C'est le village le plus complexe qu'on ait trouvé dans cette région. On y a découvert un grand nombre d'objets et de maisons longues. Mais qui étaient ces habitants? C'est la première fois que je vois ça. Derrière ce mystère, il y en a un autre. Un objet incongru. Les objets ont un esprit. C'est vraiment génial. D'où vient-il? Ça me fait tout drôle de le tenir dans mes mains. Quel rôle a-t-il joué? Les réponses à ces questions vont amener les chercheurs à réécrire l'histoire. Cet objet a porté malheur à mon peuple. Une découverte archéologique hors du commun vient d'être faite près de Toronto, au Canada. C'est un objet en fer. Le village Huron, où il a été découvert, a été bâti un siècle avant l'arrivée des Européens dans cette région en 1610. Pour les historiens, c'est une énigme. Au XVIe siècle, les premiers habitants d'Amérique du Nord ne travaillaient pas le fer. Comment un objet européen s'est-il retrouvé dans ce village huron? Que peut-il nous révéler? Pour le savoir, il faut explorer le site. Voici l'histoire d'un village huron extraordinaire et d'un objet en fer au parcours incroyable depuis l'Europe jusqu'au Canada. Aujourd'hui, à l'endroit même de ce village, se trouve un quartier résidentiel d'une petite ville appelée Mantle. Le site, fouillé par les archéologues Jennifer Birch et Ron Williamson, n'était qu'un champ. Le résultat des fouilles les a stupéfaits. On se serait cru dans Indiana Jones, c'était incroyable. Au début, j'ai reçu un coup de fil au bureau me disant « Ron, tu ne vas pas le croire. C'est énorme. On a tout un village. » Quand on a parcouru le champ, on a fait comme d'habitude. On a planté un petit drapeau là où on trouvait quelque chose. On avançait et on mettait un drapeau, et puis un autre, et encore un autre. À un moment, on a regardé derrière nous et on a réalisé que le champ était recouvert de petits drapeaux. Il y avait des pièces archéologiques partout. C'était d'une densité incroyable. Ce jour-là, on a su que le site sortait vraiment de l'ordinaire. Quand je suis arrivé, je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai tout de suite compris qu'on était devant un village immense et complexe. J'ai regardé le champ et tous les drapeaux. Les vestiges étaient partout. Je n'avais jamais vu ça de toute ma carrière. À ce moment-là, je suis passé du terrain en 2 dimensions au site d'une communauté en 3 dimensions qui était là autrefois.
J'ai imaginé la scène, avec des maisons longues et des palissades. Et je me suis dit que ça devait être un endroit impressionnant, il y a 500 ans. Mais quels étaient ces gens qui vivaient dans ce village? Ron Williamson entame alors la plus grande fouille archéologique jamais entreprise par son équipe. Des traces des habitants de ce village du XVIe siècle commencent à sortir de terre. Le bord est dentelé. Les motifs diagonaux sur la poterie ne trompent pas. Bon sang! On voit bien. La même chose partout. Oui, c'est identique. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Ça fait une sorte de ponctuation ici, et là aussi. D'après la décoration des poteries, ceux qui vivaient là appartenaient au groupe des Wenda. Avant l'arrivée des Européens en 1610, les Wenda étaient l'une des nations amérindiennes les plus puissantes d'Amérique. Aujourd'hui, on les appelle les Hurons. Depuis plus de 30 ans, Ron Williamson étudie des sites Hurons et c'est l'un des plus grands spécialistes de leur histoire. C'est d'une richesse incroyable. Au début du XVIe siècle, les Hurons étaient environ 30 000. Ils habitaient de petits villages de 300 ou 400 habitants le long de la rive nord du lac Ontario dans l'actuel Canada. Ils construisaient des maisons longues dont la taille variait selon l'importance de la famille ou du clan et ils entouraient souvent leur village d'un mur défensif appelé palissade. Je crois que j'ai quelque chose là. Ça ressemble à quoi? Je pense que c'est l'emplacement d'un poteau. Je vais le dégager pour y voir plus clair. Je me demande si c'est pas le reste d'un mur. Ron, tu veux jeter un coup d'œil? Qu'est-ce que c'est? Une palissade, je crois. Il y a une rangée? On dirait bien. Les palissades protégeaient les Hurons de leurs ennemis, les villages voisins et les autres peuples amérindiens. Ils étaient cernés par les Algonquins au nord, les Neutres à l'ouest, les Iroquois au sud et les Iroquoiens du Saint-Laurent au nord-est. Avant de découvrir le site de Mantle, Ron Williamson pensait bien connaître les Hurons. Mantle est un lieu unique. C'est un site qui n'en finit pas de nous surprendre. C'est incroyable. D'un jour à l'autre, je ne sais pas ce que je vais découvrir sur mon bureau ou dans les résultats d'une analyse. Mantle change notre vision des Hurons à tout point de vue. Le site de 4 hectares est le plus grand que l'équipe ait jamais exploré. Ron, il faut que tu vois ça. Au fil des mois, elle trouve des armes en pierre, des outils en os et des poteries. Au total, il y a 200 000 objets. C'est un record. Maintenant qu'on a tout sorti, on se retrouve avec une masse d'informations qui dépasse nos espérances. On dispose du plus grand nombre d'objets et de maisons longues pour un site pré-européen du sud-est du Canada. Environ 2000 personnes vivaient dans 98 maisons longues entourées d'une palissade de 3 rangées. Tout avait été construit en bois avec des outils en pierre. Ron, viens voir ça. C'est une hache en pierre.
Regarde, cette partie est intacte. C'est vraiment très beau, bien lisse. Ça a été poli avec une meule. Ces objets sont très importants parce qu'ils datent de l'époque pré-européenne. Les Hurons s'en servaient pour couper les arbres. Ces gens n'avaient que des haches en pierre. Combien de temps faut-il pour abattre un arbre avec ce genre d'outils? Et ensuite, pour en faire des maisons. « 95% du travail des archéologues consiste à reconstituer la vie quotidienne de nos ancêtres à partir de tout ce qu'ils ont laissé derrière eux. » L'image traditionnelle des Indiens du Canada est celle de nobles sauvages qui vivaient dans la nature. Mais quand on voit un site comme Mantle, avec ses 2000 habitants et un grand mur d'enceinte, la meilleure analogie est celle d'une ville du Moyen-Âge en Europe. Ce village prospérait au début du XVIe siècle, à la même période que les grandes cités créées au Moyen-Âge, de l'autre côté de l'Atlantique. Les cultures sont très différentes, mais les organisations sociales sont proches. Parmi tous les vestiges retrouvés, un objet retient particulièrement l'attention de l'équipe. Et le lien entre Mantle et l'Europe du Moyen-Âge pourrait être encore plus direct. Dans un premier temps, la jeune archéologue qui l'a découvert pensait que c'était un morceau de fer rouillé sans intérêt. Il venait sans doute de la ferme qui se trouvait à cet endroit. Je n'ai pas vu cet objet à l'époque des fouilles, parce qu'il a été soigneusement rangé dans un sac en papier. Ça peut sembler très curieux, mais c'est la procédure. Il a été classé et stocké, et on l'a perdu de vue. L'objet est placé dans une boîte, au sous-sol des bureaux de Ron Williamson, au milieu des dizaines de milliers d'autres en attente d'être analysés. Puis un jour, tout a changé. J'ai reçu un appel du responsable du labo. Il m'a dit qu'on avait trouvé un objet en fer dans l'une des fosses. J'ai ouvert le sac, je l'ai sorti et je l'ai regardé. C'était bien un morceau de fer. Mais je n'arrivais pas à croire qu'il puisse venir d'une ferme du 19e siècle à cause du contexte. Il était dans une fosse fermée et profonde. Pourquoi un fermier aurait-il creusé un trou dans son champ pour enterrer ce qui ressemblait à un outil en fer à cette profondeur avant de tout recouvrir? Ça n'avait pas de sens. C'est pour ça que je l'ai étudié de plus près. Et je me suis dit que cette fosse avait été creusée par les Hurons eux-mêmes. J'ai déjà vu ce genre de pratique. C'est typique. Il arrivait souvent que des objets de valeur soient enterrés. Cette théorie risque d'avoir un impact majeur. Le travail du fer était un procédé européen. Ça ne se faisait nulle part en Amérique au XVIe siècle. Comment les habitants de Mantle ont-ils obtenu cet objet un siècle avant le premier contact avec les Européens? La première rencontre officielle entre les Européens et les Hurons aurait eu lieu en 1610. Cette année-là, un jeune Français du nom d'Étienne Brûlé est le premier Européen à s'aventurer en territoire huron. L'objet a été enterré à Mantle entre 1500 et 1540, soit 2 générations plus tôt. Comment est-il arrivé là? Première étape de l'enquête, l'analyse de l'objet lui-même. S'il date du début du XVIe siècle, qu'est-ce que c'est? Je me suis demandé si c'était un morceau de lame, un fragment d'épée. Est-ce que ça venait du ciseau d'un charpentier? Est-ce que c'était un rabot?
ou une hache. Il fallait faire des analyses scientifiques pour en avoir le cœur net. C'était un vrai mystère. Ron Williamson fait appel à Andrea Carnevale. Cette chercheuse en archéologie a l'habitude d'utiliser les méthodes de la police scientifique. Quand on ne trouve pas la réponse avec les analyses classiques, j'interviens. Je suis une sorte de passerelle entre les scientifiques et les archéologues. Elle utilise un microscope numérique très puissant pour observer l'objet en détail. C'est un petit morceau de fer très rouillé. Les incrustations masquent la forme de l'objet, donc on ne peut pas savoir ce que c'est. Mais il est en fer, ce qui est exceptionnel. Ce pourrait être l'un des plus anciens qu'on ait trouvé ici. Donc ça nous conduit à de nombreuses questions. D'où vient-il? Comment est-il arrivé là? L'examen de la surface ne suffit pas à déterminer ce que c'est. Il faut des rayons X pour voir sous la couche de rouille. En faisant une analyse radiographique de ce morceau de fer, on pourra savoir s'il y a encore des traces de sa fabrication. Si c'est de la fonte, cela signifie qu'il vient sans doute de la ferme. Mais si c'est du fer forgé, il pourrait dater du XVIe siècle. Les deux scientifiques vont utiliser un appareil beaucoup plus précis que ceux utilisés pour les radios médicales traditionnelles. Il y a une seule machine? Il y en a plusieurs. Ce sont des appareils industriels de radioscopie. Ils ont la puissance nécessaire pour pénétrer à l'intérieur de l'objet. Ces machines sont conçues pour détecter les plus petites fissures dans les moteurs d'avion. Aujourd'hui, leur mission est archéologique. Allons-y. D'accord. Ce qui m'angoisse, c'est qu'après avoir fait la radio, Andrea ou quelqu'un de l'équipe regarde le résultat et disent « c'est de la fonte ». Parce qu'il y a une différence entre du fer forgé et de la fonte. Si cet objet a été fabriqué au début du XVIe siècle, ça devrait être du fer forgé, façonné selon un processus de martelage. La fonte, c'est autre chose. On verse un liquide dans un moule. Ça n'a été inventé qu'au XVIIe siècle. Le verdict pourrait amener à réécrire l'histoire des Amérindiens. C'est stressant. On va enfin savoir. Je viens de demander, vous pourrez nous dire si c'est de la fonte ou du fer forgé? Et il a répondu, en un clin d'œil. Donc dans une minute, mon cœur va s'arrêter ou s'emballer. Je le repose. Super. Et on va voir ce que ça donne. D'accord. Je vais juste sauvegarder l'image sur l'ordinateur pour qu'on y revienne plus tard. Là, on a une vue générale de l'objet. On distingue des écailles sur la surface. Quand vous dites écailles, vous parlez de la corrosion? Oui, c'est de la rouille. Toute la corrosion que vous voyez ici. Et le blanc, c'est la matière? Oui, une masse pleine. La question est, fonte ou fer forgé? Pour moi, ce n'est pas de la fonte. Pas assez poreux pour de la fonte. Oui! Si c'était de la fonte, ce serait très poreux. Ça ne ressemble pas à de la fonte. Génial! Oui, oui. Ce qu'on peut faire... Excusez-moi, c'est formidable. George, on vient de réécrire l'histoire. C'est une découverte majeure et incroyable. C'est le plus ancien objet en fer importé
à l'intérieur des terres, en Amérique du Nord. Cet objet a traversé l'Atlantique. Il a parcouru 2000 km de la côte canadienne jusqu'à Mantle. Et cela s'est passé au début du XVIe siècle, 100 ans avant l'arrivée des premiers Européens dans cette région. Regardez, Qu'est-ce que c'est ça? il y a quelque chose là. Oui, je le vois. L'enquête vient de faire un pas décisif. L'objet en fer est bien le plus ancien d'origine européenne qu'on ait trouvé à l'intérieur des terres nord-américaines. Et une autre surprise attend les scientifiques. Là, il y a quelque chose. Oui, c'est sûr. Il pourrait bien y avoir un petit truc à cet endroit. Oui. Oui, je le vois. Je grossis un peu. Ah oui, c'est très net. Si on recule un peu, on distingue une forme très précise. Le trait est bien visible. On dirait presque un B couché. Ça pourrait être une sorte de poinçon. Oui. Si on est trois à le voir, ça ne peut pas être notre imagination. Oui, il y a quelque chose, c'est sûr. Une inscription dans le métal. Ça contraste avec ces zones-là qui sont plus sombres ou plus claires. C'est un poinçon. Je n'en reviens pas. C'est trop. D'abord, c'est du fer forgé, et maintenant, on a peut-être détecté une sorte de marque. En Europe, au XVe et XVIe siècle, la plupart des forgerons apposaient leur signature sur le métal qu'ils fabriquaient. Ce pouvait être l'emblème d'une famille ou un symbole religieux. Si l'objet retrouvé à Mantle porte la marque de son forgeron, on pourrait savoir par qui et dans quelle région d'Europe il a été fabriqué. On en sait nettement plus qu'à notre arrivée. C'est vraiment fantastique. Je me suis dit qu'il était temps que cet objet nous parle et nous raconte son histoire. Et c'est vrai que ce qu'il nous dit est extraordinaire. Il faut juste être à l'écoute. On a trouvé quelque chose. Félicitations. J'en ai la chair de poule. Dans mes bras. La beauté de cet objet vient de son mystère. Ce qui est caché sous la corrosion est ce qui le rend si beau. On me demande souvent, quel est l'objet le plus passionnant que tu aies trouvé? Celui-là est maintenant en tête de liste. Ça ne se résume jamais à l'objet en lui-même. Le plus important, c'est ce qu'il me dit sur ceux qui le possédaient. Comment le voyaient-ils? Quand les Occidentaux étudient les sociétés amérindiennes, ils oublient toujours le point de vue de l'objet. Pour les Amérindiens, les objets ont un esprit. Comment les habitants de ce village huron considéraient-ils cet objet étrange? Pourquoi l'ont-ils enterré? Ron consulte un de leurs descendants, Luc l'Aîné, membre de la nation huronne. Bonjour Ron, Bonjour Luc, comment ça va? je suis heureux de vous voir. S'il est d'origine européenne et qu'il date du début du XVIe siècle, ce serait l'objet européen le plus ancien jamais trouvé en Amérique du Nord. Depuis plus de 500 ans, vous êtes sans doute le premier Huron à le toucher. Comme vous le savez, après l'arrivée des Jésuites et des Européens, votre peuple est passé en une vingtaine d'années de 30 000 à 12 000 individus. L'arrivée de cet objet sur un site huron a pu être interprétée comme l'annonce de la catastrophe à venir. La présence des Européens a eu des conséquences dramatiques. Au début du XVIIe siècle, les Jésuites ont apporté la grippe, la variole et la rougeole en Amérique du Nord.
Presque 80% des 30 000 Hurons qui vivaient là sont morts. Ça s'est déroulé en 1 ou 2 générations. On a été décimés par les maladies. À l'époque, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Même nos sorciers guérisseurs ne pouvaient rien faire. Et nos anciens ne savaient pas ce qui se passait. Des hommes et des femmes robustes tombaient comme des mouches. Quand je le vois, j'ai l'impression que cet objet a porté malheur à mon peuple. Comme une malédiction terrible sur les miens. On a beaucoup de questions et il y a sans doute des réponses ici. Les Hurons n'ont pas laissé de traces écrites. Pour leurs descendants, les fouilles archéologiques sont le seul espoir de mieux connaître leurs racines. Pour d'autres cultures, il reste des monuments, des fresques peintes sur des murs ou des hiéroglyphes. Ici, on n'a pas de documents antérieurs à l'arrivée des Européens. Les archéologues doivent fonder leur travail sur de petits objets exhumés ou de toutes petites traces sombres sur le sol pour recréer une image de la vie quotidienne de l'époque. Ce que les archéologues appellent un trou de poteau est une tache ronde et sombre à l'endroit où se trouvait autrefois un poteau en bois. Au fil du temps, le bois s'est décomposé et la terre qui était en surface est tombée dans le trou, ce qui a laissé une trace d'une couleur différente. Ensuite, il suffit d'étudier la disposition des taches noires pour reconstituer les maisons d'un village. Ici, un détail laisse les archéologues perplexes. Les maisons ont l'air d'être construites les unes sur les autres. L'équipe demande à un cabinet d'architectes de réaliser une modélisation du village en 3 dimensions. C'est vraiment très dense. Dans toute ma carrière d'archéologue, c'est la première fois que je visualise aussi bien l'échelle d'un site. D'habitude, c'est abstrait. Là, on a une image en 3D. On n'a jamais trouvé de village aussi complexe. Quand on regarde l'image en 3D, on voit 98 maisons qui ont l'air d'avoir été construites de manière aléatoire. Laquelle a été construite en premier? Dans quel ordre sont-elles arrivées? En voyant ça, on comprend immédiatement qu'elles n'ont pas toutes été conçues en même temps. L'équipe décide d'effacer les maisons longues qui ne devaient pas être là à l'origine. Enlevez les 2 autres qui se chevauchent. Oui. Et aussi la numéro 9. Et la 10B. Oui, la 10B. Laissez juste la 10A. Voilà, on a un village. Oui, un village bien agencé. Ce qui est le plus frappant avec ce village huron, c'est l'alignement parfait des maisons autour d'une place. C'est très intéressant. J'imagine parfaitement les réunions du Conseil des Anciens pour décider de l'agencement des habitations. Exactement comme les urbanistes de nos jours. Ce type de planification était nouveau à l'époque. Les parents et les grands-parents des habitants de Manteuil ne vivaient pas comme ça. Un siècle plus tôt, ils étaient dans de petits villages de 300 ou 350 personnes, regroupés dans 4 maisons longues. Les villages hurons se sont agrandis au fil du temps, mais ils n'avaient ni la taille ni la complexité de ce village. Quand ils ont décidé de s'installer à Manteuil, ils ont complètement changé la nature de leur village. Au lieu de regrouper quelques maisons, ils ont organisé le site selon un schéma en étoile, comme on le voit ici.
Les maisons de 30 mètres de long sont parallèles et rayonnent autour de la place centrale. C'est ce qu'on observe également dans les villes européennes de l'époque. Ils ne se considéraient plus comme de simples individus, mais comme un peuple uni. Le site est unique par sa taille et sa conception. Il faut maintenant déterminer à quel moment de son histoire l'objet en fer a été enterré. Si c'était au début de l'édification du village, il était sous la place principale. Si c'était plus tard, il y avait une maison construite à cet endroit-là. La signification de l'objet est différente s'il a été caché dans un lieu public ou privé. Disons qu'on a une place de 10 mètres sur 10. Ce qui est intéressant, c'est que j'imagine facilement... 300 ou 400 personnes. Exactement. Oui. Si c'est à l'époque de la place, il devait y avoir beaucoup d'Indiens. Donc, ce serait absurde de penser que l'objet a été jeté comme ça, par hasard. Si ça avait été un événement public, ça aurait pu être une cérémonie destinée à assurer la cohésion de la population, une expérience collective, oui, pour renforcer l'identité de la communauté. Si cet événement a eu lieu aux yeux de tous, l'objet avait peut-être une signification religieuse ou politique. Mais si cela s'est fait discrètement, c'est différent. Le plus intéressant, c'est qu'un acte rituel pouvait aussi avoir lieu en privé, surtout si c'était un objet qu'on voulait absolument inhumer. Un enfouissement secret sous une maison longue amène Ron à penser que l'objet était considéré comme maléfique. C'était la tradition d'enterrer des objets qui pouvaient représenter un danger. Celui-ci était au centre, tout au fond de la fosse. D'après le contexte archéologique, je ne pense pas qu'il ait été placé là pour être récupéré plus tard. On voulait qu'il reste sous terre. Si c'est le cas, il est lié à ceux qui habitaient dans les maisons numéro 28 ou 29, construites lors de la dernière phase. Là, c'est quelle maison? La 29. La maison numéro 29 est au centre du village. Maintenant, on en arrive à la question suivante. Cet objet est-il lié à un esprit inconnu et menaçant? Il faut se rappeler qu'à cette époque, les habitants de cette région n'avaient jamais croisé d'Européens. Peut-être en avaient-ils vaguement entendu parler. Quand ils ont vu cet objet, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne comprenaient pas. Mais il devait y avoir des étrangers qui se rendaient sur leur territoire. Et ils représentaient l'inconnu pour les Hurons. Je pense qu'ils observaient avec une grande suspicion tout ce qui avait un rapport avec l'inconnu. L'équipe reconstitue peu à peu la vie dans ce village amérindien quand l'objet en fer y est arrivé au début du XVIe siècle. Ces conclusions remettent en question ce qu'on savait sur les Hurons. On est en train d'écrire l'histoire de ce peuple. C'est comme pour toutes les autres civilisations du monde. On se demande par exemple comment était la vie quotidienne dans l'Empire romain. Les Hurons d'aujourd'hui veulent savoir comment vivaient les habitants de Mantle à l'époque. Il fallait bien qu'ils s'habillent et qu'ils se nourrissent. Comment ça se passait? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? L'analyse de dents retrouvée sur le site pourrait fournir des réponses. En effet, l'émail conserve les traces ADN de l'alimentation ingérée. Les os ont des histoires à nous raconter. Ils nous parlent, nous devons juste écouter. Et les Hurons tendent l'oreille, eux aussi. C'est comme si vous aviez un grand coffre contenant tous les secrets de votre famille, mais que vous n'aviez pas la clé ou le code secret pour l'ouvrir. L'archéologie et les techniques modernes peuvent enfin nous aider à ouvrir ce coffre et à trouver des réponses à nos questions.
Les dents sont envoyées à l'Université du Cap en Afrique du Sud. Judith Seeley va étudier leur composition chimique pour savoir ce que les Hurons mangeaient et buvaient. Ses premières constatations sont étonnantes. Bonjour Judith. Bonjour Ron. Leur régime alimentaire comportait beaucoup de maïs. D'après ce que vous avez vu, le pourcentage de maïs dans leur alimentation approchait 62%. C'est très élevé. 62%, c'est une proportion très importante. Oui, on constate une très forte consommation de maïs. Si la population en mangeait autant, ça veut dire qu'il devait y avoir des centaines d'hectares de champs. C'est une information capitale. Maintenant, on sait que ces Amérindiens étaient des cultivateurs. C'étaient les premiers fermiers d'Amérique du Nord. Les femmes récoltaient le maïs, puis le broyaient. La farine servait à préparer de la soupe et du pain et pouvait être stockée pendant de longues périodes. Il fallait aussi de quoi tenir au moins une année, en cas de mauvaise récolte à cause de la sécheresse. Et il fallait de quoi faire du commerce. Donc il devait y avoir beaucoup de maïs qui circulait dans la région pour acheter des pots et d'autres marchandises. Et c'est comme ça qu'un objet en fer européen a pu arriver à cet endroit. On voit donc que tout est lié. Le maïs servait donc de monnaie d'échange. Le morceau de fer a très bien pu faire l'objet d'un troc. Mais d'où venait-il exactement? Cette partie de l'enquête est confiée à Andrea. Son seul indice est la petite marque observée à la radiographie. Je sais bien que je risque de m'arracher les cheveux, parce que personne n'a jamais fait ce type de recherche. À ma connaissance, personne n'a étudié les poinçons apposés sur des outils fabriqués il y a aussi longtemps. Je veux identifier l'origine de ce signe, qui ressemble à un petit chapeau haute forme. Cette ligne avec un petit carré. Je veux pouvoir dire, voilà, l'outil vient de cet endroit. Il existe de nombreuses archives concernant les objets de valeur en or ou en argent fabriqués en Europe, mais il n'y en a presque pas pour ceux en fer. Dès que j'aurai trouvé une piste et que j'aurai commencé à l'explorer, je suis sûre que ça va m'amener à en explorer d'autres, et je devrais les suivre toutes jusqu'au bout pour savoir où elles mènent. À l'époque, des navires français, anglais, espagnols, portugais et hollandais traversaient l'Atlantique régulièrement. On sait que l'objet est forcément européen. Il faudrait limiter les recherches à un seul pays. Ensuite, on pourrait essayer de comprendre comment ce morceau de fer est arrivé au Canada. Je suis très obsessionnelle. J'ai besoin de tout savoir. Ce n'est pas mon genre de laisser quelque chose en suspens. J'ai besoin d'une réponse. Ron et Jennifer retournent voir les architectes qui ont réalisé la modélisation en 3D du village Huron. Ils vont ajouter une donnée à la reconstitution, l'importance de la culture du maïs pour la communauté et donc son omniprésence dans le paysage. Le problème est simple. On a 1500 habitants qui ont besoin d'environ 500 grammes de maïs par jour. En une semaine, ça fait environ 5 tonnes. Qu'est-ce que ça représente comme surface cultivée? Pour 1500 personnes, ça doit faire des centaines d'hectares.
À titre de comparaison, la carte de Mantle est superposée à un plan de Toronto. J'ai mis le centre-ville au croisement de ces deux rues. Parfait. Ça nous donne une idée. Le champ qui entourait Mantle est ajouté. Qu'est-ce que ça donne? Le champ de maïs recouvre le centre-ville. Des forêts ont dû être abattues pour cultiver le maïs. Les champs occupaient 80 km². C'est plus que le centre des grandes métropoles modernes. Bon sang! Ça en fait du maïs. Je n'en reviens pas. Là, on voit la situation dans un contexte actuel. Voilà les champs dont on avait besoin pour cultiver le maïs nécessaire à la population de Mantle. Ça représentait cette surface. Je crois que je n'ai jamais marché sur une si longue distance. J'imagine qu'on devait se perdre facilement dans des champs aussi étendus. Je pense qu'on ne se rend pas compte du volume de maïs que les Hurons cultivaient. Ça devait être fou, le travail que ça représentait pour la population. Les hommes devaient préparer la terre, les femmes semaient les graines, il fallait s'occuper des champs et récolter les épis. Ça demandait une organisation aussi complexe que la nôtre. Cette société était très développée, mais elle allait pourtant bientôt disparaître. On me demande souvent, qu'est-ce qui serait arrivé à ces cultures si elles n'avaient pas été perturbées par le contact avec les Européens? Comment ces sociétés auraient-elles évolué? Quel était le destin des Hurons? La réponse à cette question est « Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas le savoir. Parce qu'il y a eu un contact et que ça a changé le monde des Hurons et le nôtre. On a la nette impression que l'Occident a toujours été incapable de laisser les peuples accomplir leur destin tranquillement. Dans une réserve indienne, la communauté huronne est tenue informée des recherches. Luc l'aîné retrouve le grand chef Conrad Sioui, le chef Gaëtan Sioui et Heather Bastien du Conseil des Anciens. Le plus étonnant est ce que Ron Williamson m'a montré. Quand ils ont fouillé le site, ils ont trouvé un petit objet en fer enterré au milieu du village. Les analyses ne sont pas encore terminées, mais on pense qu'il vient d'Europe. Imaginez un peu, c'était avant la première rencontre connue d'un Européen avec les Hurons. Ça soulève de nombreuses questions. D'où vient exactement cet objet? Comment l'avons-nous eu? Et pourquoi l'avons-nous enterré? C'est bien de faire participer notre communauté. Il y a encore des recherches à faire, mais au moins, on a l'impression d'être impliqué dans le projet. On se sent respecté. On a le sentiment de faire partie d'un tout. C'est juste un petit morceau de fer, mais il peut accomplir beaucoup de choses. C'est comme une clé pour ouvrir une porte, une immense porte. Et on a cette clé pour l'ouvrir. Peut-être qu'à l'époque, notre peuple a pensé que c'était une sorte de sortilège, que ça allait porter malheur. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé. Les maladies, la guerre et les conséquences sur notre population. Nous devons poursuivre ce travail. Je ne sais pas combien de temps je pourrai le faire, mais il faut que je le fasse. De son côté, Andrea est dans l'impasse. Il est très difficile de remonter aux origines du morceau de fer. Il y a tellement de pistes de recherche à explorer que je ne sais pas par où commencer. Mais cet objet me parle.
J'ai l'impression qu'il a une histoire à raconter et je veux décrypter son message. Elle doit identifier le poinçon, mais ce serait plus facile si elle savait ce qu'était l'objet à l'origine. Elle décide de changer d'approche. Il faut trouver une réponse. On a encore pas mal de travail. Avec Ron Williamson, elle se rend au Muséum des sciences de Rochester, dans l'État de New York. Là-bas, il y a une grande collection d'objets européens en fer datant du XVIe siècle. On est venu à Rochester pour rencontrer James Bradley. Il connaît parfaitement les sites de l'époque du premier contact avec les Européens et le type d'objets qu'on a retrouvés sur place. Il a notamment une grande expérience du métal et il a beaucoup de pièces au muséum qui ressemblent à la nôtre. On va commencer par vous montrer ce qu'on a. Oui, voyons ça. C'est vraiment super. Quand on le regarde aujourd'hui, on se dit que c'est un bel objet, mais plutôt grossier. Pourtant, à l'époque, il était argenté et brillant. Il devait être très beau. James Bradley le compare à d'autres objets en métal retrouvés dans des villages iroquois datant du milieu du XVIe siècle. Je vais vous montrer ce que ça devait être à l'origine. Voilà une hache intacte utilisée une génération plus tard. On peut imaginer que si on enlève la partie où on met le manche et qu'on coupe un morceau de la lame, on obtient exactement ça. On voit très bien qu'on peut tailler plusieurs morceaux à partir d'une seule hache. Oui. Il suffit de gratter une lame en fer avec une pierre tranchante de nombreuses fois pour la casser. Mais si l'objet trouvé au village Huron était bien une hache, pourquoi a-t-on voulu la découper ? On croit souvent qu'à l'arrivée des premiers Européens, les Amérindiens se sont dit « Super, des haches! Ça fait des milliers d'années qu'on attend des haches en fer. » Mais non, ils avaient déjà de très bonnes haches en pierre. Donc quand ils en ont vu en fer, ils se sont simplement demandé à quoi ça pouvait leur servir. Et ils les ont coupés. Pour les transformer? Oui. Pour des raisons esthétiques, la valeur de ces objets était due aussi à leur apparence. Regardez, celle-ci ressemble à la vôtre. C'est vraiment intéressant. Un Amérindien de l'époque ne devait pas l'avoir du tout comme nous. Après notre discussion avec James Bradley, qui nous a montré comment on pouvait casser la lame d'une hache pour en faire des petits morceaux, je suis de plus en plus persuadée que notre objet est un fragment de hache. Maintenant, Andrea a plus d'éléments pour ses recherches sur le poinçon. Pendant ce temps, Ron se concentre sur le village. Les 200 000 pièces retrouvées sur le site sont nettoyées et cataloguées. Certaines poteries n'ont jamais été vues sur un site Huron. Il y a de nombreux visages ou des motifs étranges. Pour les chercheurs, le plus intriguant est ce qui manque. Dans les villages hurons de la deuxième moitié du XVe siècle, donc avant la fondation de celui-ci, de nombreux ossements portent des traces de violence, torture, sacrifice ou scalp arraché. On n'a rien retrouvé de tout cela à Mantle. L'un des mystères qu'on essaie de percer concerne toute la région qui entoure le site de Mantle. Vers 1450, il y avait la guerre un peu partout.
Du coup, les villages se protégeaient par d'immenses palissades et on retrouve beaucoup de fragments d'os humains. On peut imaginer quel était le climat dans la région, à l'époque où tout le monde se battait et attaquait son voisin. Je suppose que les gens vivaient dans la peur. On essaie toujours de comprendre ce qui a déclenché ces conflits. Il n'est pas impossible qu'un événement précis ait mis le feu aux poudres et que cela ait dégénéré. La violence a duré un demi-siècle. On en retrouve des traces dans toute la région, à plusieurs milliers de kilomètres à la ronde. Les archéologues surnomment cette période les temps sombres. Les combats ont été sanglants dans toutes les forêts autour des Grands Lacs. Pendant cette phase très violente, il y avait des affrontements un peu partout. C'est justement l'époque où des gens isolés vivaient encore dans la forêt, loin du village principal. Leurs ennemis leur tendaient des embuscades. C'était la stratégie la plus utilisée. Quelque chose a pu se passer juste ici. Le climat d'insécurité s'étendait à toute la région, bien au-delà du territoire huron. D'autres nations ont été impliquées dans le conflit. Historiquement, on sait que les Hurons et les Iroquois étaient bien plus que de simples rivaux. C'étaient des ennemis jurés. J'ai l'habitude de faire une analogie avec la Seconde Guerre mondiale pour expliquer ce qui s'est passé. À la base, la guerre est un conflit entre deux pays, et ensuite, d'autres pays se retrouvent impliqués. On conclut des alliances, certains pays deviennent ennemis, des fronts se dessinent entre eux et les alliés. On peut tout à fait imaginer que la même chose s'est passée ici avec un conflit localisé entre deux communautés qui a fait boule de neige et entraîné toutes les autres nations de la région sud des Grands Lacs. Entre 1450 et 1500, des Amérindiens ont été torturés, sacrifiés, brûlés ou décapités. Mais quand Mantle est apparu, c'était fini. Comment l'expliquer? Certains vous diront, il suffit d'aller dans une réserve indienne pour poser la question aux Hurons. Mais ce n'est pas aussi simple. En fait, c'est tout le contraire. C'est Ron qui vient raconter l'histoire des Hurons à la communauté. Aujourd'hui, il veut montrer certains objets particulièrement intéressants à Luc l'aîné. L'une des questions qu'on se pose, c'est pourquoi tous ces petits villages se sont-ils regroupés en un seul, plus gros, comme Mantle? Sur les sites les plus anciens, on trouve beaucoup d'ossements humains. Ça, c'est une vertèbre inférieure. Il y a un projectile, une pointe en os, qui traverse de part en part sur toute l'épaisseur de la vertèbre. Ça doit suffire à tuer quelqu'un, non? Est-ce que ça peut être l'extrémité d'une lance ou la pointe d'une flèche? Quoi qu'il en soit, vous avez raison. C'est une blessure d'une grande violence qui a sectionné la colonne. Ici, tous les doigts ont été brûlés. On a aussi ces deux fragments qui viennent d'une calotte crânienne. Ils ont été polis, puis percés. On voit les trous tout autour. Je pense que c'était pour faire un hochet traditionnel. Si on le regarde de près, sous le bon angle, on voit qu'il y a un dessin gravé sur l'os. Il montre un prisonnier. Ici, on voit une silhouette avec les deux jambes, le corps, et rien d'autre. Il n'y a pas la tête,
parce que le crâne a servi à faire le hocher. Ça me fait quelque chose de le toucher. Ce soir, en allant me coucher, je me dirais, aujourd'hui, j'ai tenu dans mes mains le crâne d'un de mes ancêtres. J'en ai la chair de poule, rien que d'y penser. Au total, on a des milliers de fragments d'os humains un peu partout. Ils sont cassés, calcinés ou transformés en objets. Le pic de cette période a eu lieu entre 1450 et 1500. Au début de cette époque, les Amérindiens vivaient dans des villages de moins d'1 hectare, avec 4 ou 5 maisons longues. Et à la fin, ils étaient regroupés dans des complexes d'une 50aine de maisons, entourés de palissades. Pour des raisons de sécurité? C'est comme ça que Jennifer, Andrea et les autres membres de l'équipe interprètent la création du site de Mantle. Les petites communautés se sont regroupées pour se protéger. Un village à l'intérieur d'une palissade était plus sûr qu'une poignée de maisons isolées. En raison de sa taille et du nombre de ses habitants, ce village huron était l'équivalent d'un château fort. Sa seule présence a pu suffire à calmer le conflit. Avec le retour de la paix, les nations ont pu circuler librement. D'autres Amérindiens sont venus sur le site, très souvent. Ils ont laissé des traces de leur passage dans les vestiges archéologiques. Par exemple, on a retrouvé des fragments de poterie, avec des visages sculptés. C'est d'origine huronne? Non, iroquoise. Que font des poteries iroquoises dans un village huron? D'où viennent-elles? Comment sont-elles arrivées là? C'est un grand mystère. On ne peut pas réécrire l'histoire. Il nous faut des preuves. Visiblement, à un moment donné, les Hurons ont commencé à faire du commerce avec leurs anciens ennemis. Cela pourrait expliquer comment une hache en fer s'est retrouvée à Mantle. Ron a demandé à William Engelbrecht de lui donner son avis sur les poteries du site. Ce spécialiste de la culture iroquoise pourra identifier les différents styles. Des objets fabriqués par l'ennemi sont-ils entrés dans l'enceinte du site? Est-ce qu'on a vu juste? C'est incroyable. Ça, c'est typique des Oneida et des Onondaga. Toutes ces effigies, ces visages. On a l'impression qu'ils nous regardent. Mais que fait ce type de poterie en Ontario? Toutes les nations iroquoiennes qui vivent encore aujourd'hui sont représentées. Ça ressemble au style Mohawk. Et là, c'est plutôt Sénéca. Les effigies sont caractéristiques des Oneida et Onondaga. Donc, on a un grand nombre de céramiques de plusieurs nations sur un même site. On pense que les hostilités ont cessé à l'époque de Mantle. Peut-être que des Iroquois vivaient dans le village. C'est très intéressant. On a des éléments qui viennent des 5 nations des Iroquois, mais aussi des Iroquoiens du Saint-Laurent. Des habitants originaires de partout. J'étudie les poteries iroquoiennes depuis les années 1960 et je n'en ai jamais vu une si grande variété. C'est un site vraiment immense. C'est presque une ville cosmopolite
avant l'heure. C'est la première fois que je vois ça. La création du village Huron coïnciderait donc avec une révolution sociale et politique. Vers 1500, les anciens ennemis font du commerce ensemble et une période de paix et d'échanges économiques commence. On assiste à une redéfinition de l'ordre sociopolitique ou géopolitique qui rappelle la création de l'OTAN ou de l'ONU à la fin des hostilités. Un ordre mondial totalement nouveau apparaît. Le site de Manteuil a joué un rôle très important dans cette nouvelle ère. L'explosion du commerce a pu attirer des étrangers. Quand on connaît la nature cosmopolite de Manteuil, on ne s'étonne plus de voir un morceau de métal d'origine européenne, parce que le village était au centre de nombreux échanges. C'était là que les gens pratiquaient les cérémonies. Si on avait un objet de grande valeur, il fallait le remettre à Manteuil ou à quelqu'un d'important qui vivait là. Mais qui a apporté la hache? Une des nations iroquoises du Sud? Les Iroquoiens du Saint-Laurent venus de l'Est? Ou quelqu'un d'autre encore? Quelle est la voie d'accès la plus probable? Pour moi, la thèse la plus logique est celle des Iroquoiens du Saint-Laurent, qui auraient emprunté le fleuve jusqu'à Manteuil. Le Saint-Laurent était l'artère principale entre le village et la côte atlantique où les premiers Européens commençaient à s'aventurer. Au début du XVIe siècle, il y avait eu très peu de voyages d'exploration en Amérique du Nord. Parmi les plus connus, il y a celui de Christophe Colomb, parti d'Espagne pour accoster dans les Caraïbes en 1492. En 1497, John Cabot a fait le voyage d'Angleterre à Terre-Neuve. Et Giovanni da Verrazzano a quitté la France pour rallier la baie de New York en 1524. Il y avait aussi de très nombreuses traversées commerciales. L'Amérique a attiré les pêcheurs européens dans la zone des Grands Bancs, puis les chercheurs d'or plus au sud. La hache a pu venir à bord d'un de ces navires. Après de longues semaines de travail, Andrea fait une avancée décisive. Je suis tombée sur des recherches qui m'ont orientée vers la piste de l'Espagne, qui produisait beaucoup de fer. C'est là que j'ai trouvé un journal incroyable qui montrait une collection privée d'objets du Pays basque. Depuis l'époque romaine, il existe des mines de fer dans le nord de l'Espagne, et les Basques ont toujours été de grands forgerons. J'ai consulté toutes les images, j'ai regardé tous les outils en gros plan, et à un moment, j'ai cliqué sur la photo d'un hachoir à viande où il y avait le poinçon. Il était là, sur l'écran, sous mes yeux. Je l'ai. Quand Andrea m'a dit « j'ai trouvé le signe », j'ai répondu « comment ça, trouver le signe ?» Elle a dit « c'est un signe basque. » Un signe basque? Et puis elle m'a montré la photo qu'elle avait vue. C'était bien le même signe. Je n'en revenais pas. Cette découverte nous conduisait à une série de nouvelles pistes. Ron se rend maintenant à Terre-Neuve pour rencontrer James Tuck. Il est spécialiste de l'histoire des Basques en Amérique du Nord. Les Basques étaient parmi les meilleurs pêcheurs et baleiniers d'Europe. Au XVIe siècle, le golfe de Gascogne était déjà victime de surpêche et ils ont dû s'éloigner des côtes vers l'ouest pour trouver des cabillots et des baleines. Une vingtaine de stations baleinières ont été découvertes autour de Red Bay dans le détroit de Belle-Île. Dans les années 1970, James Tuck en a fouillé plusieurs. James Tuck
est un expert de l'archéologie canadienne. S'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire des Basques dans la région, c'est bien lui. Tout est une question de chronologie. Monsieur Tuck, je suis Ron Williamson. Bonjour Ron, ravi de vous rencontrer. Quand les Basques ont-ils posé le pied sur la côte Est? Étaient-ils déjà là quand la hache est arrivée à Mantol? J'en reviens toujours à la même chose. Comment cet objet est-il parvenu jusqu'au village? Cette histoire me fascine. Ma théorie est que c'est un objet d'origine basque qui a fait le voyage jusqu'en territoire huron avant 1530. La question est évidente. C'était avant l'apogée du commerce basque, non? En fait, les échanges commerciaux ont commencé vers 1510, donc ce ne serait pas étonnant qu'un objet en fer se soit retrouvé dans le détroit de Belle-Île au tout début du XVIe siècle. La chasse à la baleine et la pêche existaient déjà dans le détroit à cette époque. C'est difficile de dire combien de navires ça concernait, mais s'il y avait une bonne douzaine de bateaux, ils ont très bien pu laisser beaucoup d'objets derrière eux. Les baleiniers basques arrivaient dans la région du Labrador au printemps et y passaient tout l'été. Dans les stations de pêche de Red Bay, on a trouvé des objets en fer abandonnés à leur départ juste avant l'hiver. La hache a pu être récupérée par des Amérindiens. Qui vivait là? Il y avait de petits groupes d'Amérindiens dans la région. Mais on ne sait pas exactement à quelle nation ils appartenaient, ou quel nom ils portaient. Je pense qu'ils sont partis vers la fin du XVIe siècle. Je ne crois pas qu'ils chassaient les phoques. Ils venaient pour prendre les objets abandonnés sur les sites basques. Quand ils passaient ici pendant l'hiver, après le départ des pêcheurs, c'était comme un supermarché, il n'y avait qu'à se servir. Ils étaient sans doute attirés par la présence des Européens et tout ce qu'ils apportaient avec eux, comme des objets en fer, des clous, etc., qui étaient nouveaux pour eux. C'était une aubaine. Donc ce groupe d'Amérindiens était dans la région au début du XVIe siècle et ils pouvaient faire du commerce avec les Iroquoiens du Saint-Laurent. Probablement. Il devait y avoir des échanges entre ces deux populations. Des pêcheurs basques ont pu apporter la hache au Labrador. Ensuite, elle a été ramassée par des Amérindiens qui l'ont échangée à des Iroquoiens du Saint-Laurent, puis elle a descendu le fleuve jusqu'à Mantol. L'enquête doit donc se poursuivre en Espagne. Si vous allez dans la région de San Sébastien, je vous conseille de prendre contact avec Michael Barkham. Il a étudié le site de Red Bay et connaît bien ce type d'outils et les techniques de l'époque. Andrea s'envole pour le Pays basque. Elle espère identifier avec précision le poinçon sur le métal et donc le forgeron qui l'a gravé. « 500 ans après son arrivée à Mantol, la hache retraverse l'Atlantique. Michael Barkham pourra sans doute aider Andrea dans ses recherches. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. J'espère vraiment qu'on pourra voir de nombreux outils de cette époque, des preuves tangibles, avec le même type de signes. Je veux les avoir devant moi, les toucher et les voir de mes yeux, pas juste sur une photo, pour savoir à quoi ressemblent les poinçons.
Michael Barkham pense justement connaître un outil portant la même marque. Ce sera intéressant de voir s'il y a des signes différents dessus, d'en savoir un peu plus sur leurs origines. Ils se rendent dans le petit musée ethnographique de Zérin. La région est surnommée Montaña del Hierro, la montagne du fer, parce qu'on y extrait ce minerai depuis le XIe siècle. J'ai vraiment le trac. Je suis impatiente. J'ai du mal à réaliser que dans quelques instants, je vais peut-être enfin trouver un lien direct et prouver que le morceau de fer retrouvé sur le site de Mantle vient bien du Pays Basque. Si les poinçons ne sont pas les mêmes, bien sûr je serai déçue. Mais je n'arrive pas à penser que des mois de recherche puissent se terminer ainsi. Je veux croire qu'on va trouver le bon signe. Voilà notre objet. Il a fait pas mal de chemin. Il ne se doutait pas que presque 500 ans plus tard, il ferait le voyage du retour en Europe. C'est vraiment incroyable. Ce morceau de fer a passé presque 5 siècles enfoui dans le sol. C'est extraordinaire. Les conditions sur le site sont bonnes. Pour la conservation du métal. Magnifique. La corrosion est limitée. Oui, il peut très bien avoir été fabriqué à partir de minerais de fer extraits dans ces montagnes. Voilà notre signe. Il est tout près du bord. Oui, du bord biseauté. Le bord biseauté est là. Et voilà le poinçon. Voici les objets qu'on a. À vous l'honneur. Vous êtes venus de loin pour les voir. Quel suspense. Le musée nous en a donné une sélection. Oui, il y en a de toutes sortes. C'est super. C'est exactement le type d'outil qui pouvait se trouver à bord des navires baleiniers du XVIe siècle. Celui-là, c'est le plus intéressant à mon avis. C'est incroyable. Incroyable. C'est ça. C'est notre signe. C'est lui. La lumière est différente. On voit le trait qui remonte jusqu'au petit carré. C'est notre marque, celle qu'on a vue au rayon X. Je tiens ce poinçon dans mes mains et je le vois enfin, après tout ce temps. C'est bien un signe fait volontairement. Ce n'est pas une illusion d'optique. En effet. Il est là. Ça me fait tout drôle de le tenir dans mes mains. Je suis au début du voyage. C'est ici que l'objet a commencé sa route. Il a été fabriqué au Pays Basque. C'est la preuve qu'Andrea cherchait. C'est bien le plus ancien objet d'origine européenne qu'on ait trouvé en Amérique du Nord. Elle continue son enquête sur les habitudes des pêcheurs basques du XVIe siècle. Après avoir identifié le poinçon, Andrea se rend à Hondarribia, sur la côte. On y voit les traces de la relation étroite entre les Basques et la Terra Nova, le Nouveau Monde. Les baleiniers sont représentés sur le mur d'enceinte de la vieille ville. Au début du XVIe siècle, ce port fortifié, appelé Hondarribia en basque, était déjà florissant. Michael Barkham a trouvé des archives très rares, comme le témoignage d'un pêcheur de l'époque.
Ce sont des documents exceptionnels. Il s'agit d'un seul texte, très peu connu. Tout a été rédigé à Andaribia, dans le quartier où nous sommes. Le voici. Les hommes prêtaient serment et juraient de dire la vérité. Ensuite, le notaire prenait leur déposition. Ça commence avec le premier témoin. Le texte dit qu'on est sur la via de Fuenterrabia, qui est l'ancien nom de la ville, le 23e jour du mois de septembre de notre Seigneur. Ensuite, le pêcheur parle d'un voyage qu'il a fait jusqu'au détroit de Belle-Île. On lui demande de décrire les indigènes de la région. Et là, il répond quelque chose de très intéressant. Les Européens qui vont là-bas apportent toutes sortes d'objets en fer. Et les Indiens leur donnent des peaux de caribou et de loup en échange de haches, de couteaux et de petits objets. Pour votre enquête sur la découverte de Mantle, vous avez un lien direct dans les archives. C'est exceptionnel qu'un document historique mentionne des haches et des couteaux. Je n'en reviens pas. Ces histoires relatent un moment extraordinaire, la rencontre entre deux mondes différents. Oui. On a le parallèle entre cette magnifique ville fortifiée en Europe et ce grand village indien entouré de palissades. Le trait d'union entre les deux mondes est un petit morceau de fer. C'est peut-être aussi un signe annonciateur. On a maintenant rassemblé toutes les pièces du puzzle. C'est une histoire d'une importance capitale pour les Hurons. Alors non seulement j'ai envie de raconter ça à Luc, mais surtout, c'est mon devoir de lui en parler, pour qu'il aille dire au Conseil des Hurons ce qu'on a découvert sur Mantle. Entre 1500 et 1520, ce morceau de métal a été forgé sur la côte basque espagnole. Au départ, c'était une simple hache fabriquée par des Basques. Et elle a traversé l'océan Atlantique jusqu'au détroit de Belle-Île. Comment peut-on expliquer que cette hache ait fini sa route ici? C'est vraiment un long voyage. Et ça s'est passé vers 1510 ou 1520? Il y avait plusieurs groupes amérindiens dans la région. Ils connaissaient bien les Basques et avaient l'habitude de venir dans leurs stations de pêche abandonnées pour récupérer tout ce qu'ils laissaient derrière eux en repartant en Europe pour l'hiver. Ensuite, ils les échangeaient aux Iroquoiens du Saint-Laurent. L'objet est là. On le fragmente. Ensuite, il descend le fleuve Saint-Laurent et remonte la rive nord du lac Ontario jusqu'à Mantle. Incroyable. Ce petit bout de métal a une grande histoire à raconter. Et là, pourquoi a-t-il été enterré? Cette hache devait représenter le mauvais sort ou quelque chose de négatif. Il fallait s'en débarrasser. Pour nos ancêtres, il y avait des esprits partout, dans les arbres, dans les plantes et les animaux. Alors nous avons peut-être pensé qu'il y avait un esprit très particulier dans cet objet. Comme nous ne le comprenions pas et que nous ne pouvions pas l'apaiser, nous avons eu peur et nous avons voulu le cacher. C'est sans doute l'explication. Je suis de votre avis. Il a été enterré délibérément, au cours d'une cérémonie, pour qu'on n'en entende plus parler. On connaît les conséquences sur mon peuple. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé, notamment à cause des maladies. Elles ont presque détruit la nation huronne. C'est un peu comme si ce bout de fer
annonçait ce qui allait se passer un siècle plus tard. Je suppose qu'à l'époque, mon peuple s'est dit « On ne peut pas y échapper. Ça nous tombe dessus et il va falloir y faire face. Tout à fait. » Comme une prophétie. Les fouilles sont terminées sur le site, mais les archéologues continuent à travailler. 30 km plus loin, un village huron encore plus ancien a été localisé. Le Conseil des Hurons tient à ce que la jeune génération connaisse l'histoire de son peuple. Il organise des excursions pour qu'elle participe aux nouveaux chantiers de fouilles. Les archéologues vont tout installer. Ils vont sortir toutes les clés. Ils vous montreront ce qui est intéressant. C'est un moment très important pour nous. Et on est vraiment content que vous soyez là. Ça compte beaucoup pour moi et mon peuple. Ça veut dire qu'on avait une culture développée. Quand j'étais jeune, on nous répétait qu'on n'était que des sauvages et des païens. Aujourd'hui, le travail des archéologues nous permet de redécouvrir notre histoire. Regardez ça, pas mal. Pour mon peuple, c'est une question d'amour-propre. Individuellement, mais aussi collectivement, en tant que nation. Ce petit morceau de fer est très important. C'est le signe avant-coureur de l'arrivée des Européens dans le Nouveau Monde. 100 ans après la création de Mantle, à une décennie près, on a la première rencontre officielle entre un Huron et un Européen. L'aventurier français Étienne Brulé croise les Hurons en 1610. C'est le moment du premier contact direct. 20 ans plus tard, le peuple huron a presque entièrement disparu. Cet événement a une grande portée symbolique dans l'histoire de la nation huronne et de l'Europe. Qu'est-ce qui est passé par la tête du Huron qui est tombé sur Étienne Brulé? On imagine qu'il s'est dit « Je savais que vous alliez venir ». À partir de cet instant, le monde a changé. Forgé, et maintenant on a peut-être détecté une sorte de marque. En Europe, au XVe et XVIe siècle, la plupart des forgerons apposaient leur signature sur le métal qu'ils fabriquaient. Ce pouvait être l'emblème d'une famille ou un symbole religieux. Si l'objet retrouvé à Mantle porte la marque de son forgeron, on pourrait savoir par qui et dans quelle région d'Europe il a été fabriqué.
On en sait nettement plus qu'à notre arrivée. C'est vraiment fantastique. Je me suis dit qu'il était temps que cet objet nous parle et nous raconte son histoire. Et c'est vrai que ce qu'il nous dit est extraordinaire. Il faut juste être à l'écoute. On a trouvé quelque chose. Félicitations. J'en ai la chair de poule. Dans mes bras. La beauté de cet objet vient de son mystère. Ce qui est caché sous la corrosion est ce qui le rend si beau. On me demande souvent, quel est l'objet le plus passionnant que tu aies trouvé? Celui-là est maintenant en tête de liste. Ça ne se résume jamais à l'objet en lui-même. Le plus important, c'est ce qu'il me dit sur ceux qui le possédaient. Comment le voyait-il? Quand les Occidentaux étudient les sociétés amérindiennes, ils oublient toujours le point de vue de l'objet. Pour les Amérindiens, les objets ont un esprit. Comment les habitants de ce village huron considéraient-ils cet objet étrange? Pourquoi l'ont-ils enterré? Ron consulte un de leurs descendants, Luc l'aîné, membre de la nation huronne. Bonjour Ron. Bonjour Luc, comment ça va? Je suis heureux de vous voir. S'il est d'origine européenne et qu'il date du début du XVIe siècle, ce serait l'objet européen le plus ancien jamais trouvé en Amérique du Nord. Depuis plus de 500 ans, vous êtes sans doute le premier Huron à le toucher. Comme vous le savez, après l'arrivée des Jésuites et des Européens, votre peuple est passé en une vingtaine d'années de 30 000 à 12 000 individus. L'arrivée de cet objet sur un site huron a pu être interprétée comme l'annonce de la catastrophe à venir. La présence des Européens a eu des conséquences dramatiques. Au début du XVIIe siècle, les Jésuites ont apporté la grippe, la variole et la rougeole en Amérique du Nord. Presque 80% des 30 000 Hurons qui vivaient là sont morts. Ça s'est déroulé en une ou deux générations. On a été décimés par les maladies. À l'époque, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Même nos sorciers guérisseurs ne pouvaient rien faire. Et nos anciens ne savaient pas ce qui se passait. Des hommes et des femmes robustes tombaient comme des mouches. Quand je le vois, j'ai l'impression que cet objet a porté malheur à mon peuple. Comme une malédiction terrible sur les miens. On a beaucoup de questions et il y a sans doute des réponses ici. Les Hurons n'ont pas laissé de traces écrites. Pour leurs descendants, les fouilles archéologiques sont le seul espoir de mieux connaître leurs racines. Pour d'autres cultures, il reste des monuments, des fresques peintes sur des murs ou des hiéroglyphes. Ici, on n'a pas de documents antérieurs à l'arrivée des Européens. Les archéologues doivent fonder leur travail sur de petits objets exhumés ou de toutes petites traces sombres sur le sol pour recréer une image de la vie quotidienne de l'époque. Ce que les archéologues appellent un trou de poteau est une tache ronde et sombre à l'endroit où se trouvait autrefois un poteau en bois. Au fil du temps, le bois s'est décomposé et la terre qui était en surface est tombée dans le trou, ce qui a laissé une trace d'une couleur différente. L'examen de la surface ne suffit pas à déterminer ce que c'est. Il faut des rayons X pour voir sous la couche de rouille. En faisant une analyse radiographique de ce morceau de fer,
On pourra savoir s'il y a encore des traces de sa fabrication. Si c'est de la fonte, cela signifie qu'il vient sans doute de la ferme. Mais si c'est du fer forgé, il pourrait dater du XVIe siècle. Les deux scientifiques vont utiliser un appareil beaucoup plus précis que ceux utilisés pour les radios médicales traditionnelles. Il y a une seule machine? Il y en a plusieurs. Ce sont des appareils industriels de radioscopie. Ils ont la puissance nécessaire pour pénétrer à l'intérieur de l'objet. Ces machines sont conçues pour détecter les plus petites fissures dans les moteurs d'avion. Aujourd'hui, leur mission est archéologique. Allons-y. D'accord. Ce qui m'angoisse, c'est qu'après avoir fait la radio, Andrea ou quelqu'un de l'équipe regarde le résultat et disent « c'est de la fonte ». Parce qu'il y a une différence entre du fer forgé et de la fonte. Si cet objet a été fabriqué au début du XVIe siècle, ça devrait être du fer forgé, façonné selon un processus de martelage. La fonte, c'est autre chose. On verse un liquide dans un moule. Ça n'a été inventé qu'au XVIIe siècle. Le verdict pourrait amener à réécrire l'histoire des Amérindiens. C'est stressant. On va enfin savoir. Je viens de demander, vous pourrez nous dire si c'est de la fonte ou du fer forgé? Et il a répondu, en un clin d'œil. Donc dans une minute, mon cœur va s'arrêter ou s'emballer. Je le repose. Super. Et on va voir ce que ça donne. D'accord. Je vais juste sauvegarder l'image sur l'ordinateur pour qu'on y revienne plus tard. Là, on a une vue générale de l'objet. On distingue des écailles sur la surface. Quand vous dites écailles, vous parlez de la corrosion? Oui, c'est de la rouille. Toute la corrosion que vous voyez ici. Et le blanc, c'est la matière? Oui, une masse pleine. La question est fonte ou fer forgé? Pour moi, ce n'est pas de la fonte. Pas assez poreux pour de la fonte. Oui! Si c'était de la fonte, ce serait très poreux. Ça ne ressemble pas à de la fonte. Génial! Oui, oui. Ce qu'on peut faire... Excusez-moi, c'est formidable. George, on vient de réécrire l'histoire. C'est une découverte majeure et incroyable. C'est le plus ancien objet en fer importé à l'intérieur des terres en Amérique du Nord. Cet objet a traversé l'Atlantique. Il a parcouru 2000 km de la côte canadienne jusqu'à Mantle. Et cela s'est passé au début du XVIe siècle, 100 ans avant l'arrivée des premiers Européens dans cette région. Regardez. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelque chose là. Oui, je le vois. L'enquête vient de faire un pas décisif. L'objet en fer est bien le plus ancien d'origine européenne qu'on ait trouvé à l'intérieur des terres nord-américaines. Et une autre surprise attend les scientifiques. Là, il y a quelque chose. Oui, c'est sûr. Il pourrait bien y avoir un petit truc à cet endroit. Oui. Oui, je le vois. Je grossis un peu. Ah oui, c'est très net. Si on recule un peu, on distingue une forme très précise. Le trait est bien visible. On dirait presque un B couché. Ça pourrait être une sorte de poinçon. Oui. Si on est trois à le voir, ça ne peut pas être notre imagination. Oui, il y a quelque chose, c'est sûr. Une inscription dans le métal. Ça contraste avec ces zones-là qui sont plus sombres ou plus claires.
C'est un poinçon. Je n'en reviens pas. C'est trop. D'abord, c'est du fait quotidienne de nos ancêtres, à partir de tout ce qu'ils ont laissé derrière eux. L'image traditionnelle des Indiens du Canada est celle de nobles sauvages qui vivaient dans la nature. Mais quand on voit un site comme Mantle, avec ses 2000 habitants et un grand mur d'enceinte, la meilleure analogie est celle d'une ville du Moyen-Âge en Europe. Ce village prospérait au début du XVIe siècle, à la même période que les grandes cités créées au Moyen-Âge, de l'autre côté de l'Atlantique. Les cultures sont très différentes, mais les organisations sociales sont proches. Parmi tous les vestiges retrouvés, un objet retient particulièrement l'attention de l'équipe. Et le lien entre Mantle et l'Europe du Moyen-Âge pourrait être encore plus direct. Dans un premier temps, la jeune archéologue qui l'a découvert pensait que c'était un morceau de fer rouillé sans intérêt. Il venait sans doute de la ferme qui se trouvait à cet endroit. Je n'ai pas vu cet objet à l'époque des fouilles, parce qu'il a été soigneusement rangé dans un sac en papier. Ça peut sembler très curieux, mais c'est la procédure. Il a été classé et stocké, et on l'a perdu de vue. L'objet est placé dans une boîte, au sous-sol des bureaux de Ron Williamson, au milieu des dizaines de milliers d'autres en attente d'être analysés. Puis un jour, tout a changé. J'ai reçu un appel du responsable du labo. Il m'a dit qu'on avait trouvé un objet en fer dans l'une des fosses. J'ai ouvert le sac, je l'ai sorti et je l'ai regardé. C'était bien un morceau de fer. Mais je n'arrivais pas à croire qu'il puisse venir d'une ferme du 19e siècle à cause du contexte. Il était dans une fosse fermée et profonde. Pourquoi un fermier aurait-il creusé un trou dans son champ pour enterrer ce qui ressemblait à un outil en fer à cette profondeur avant de tout recouvrir? Ça n'avait pas de sens. C'est pour ça que je l'ai étudié de plus près. Et je me suis dit que cette fosse avait été creusée par les Hurons eux-mêmes. J'ai déjà vu ce genre de pratique. C'est typique. Il arrivait souvent que des objets de valeur soient enterrés. Cette théorie risque d'avoir un impact majeur. Le travail du fer était un procédé européen. Ça ne se faisait nulle part en Amérique au XVIe siècle. Comment les habitants de Mantle ont-ils obtenu cet objet un siècle avant le premier contact avec les Européens? La première rencontre officielle entre les Européens et les Hurons aurait eu lieu en 1610. Cette année-là, un jeune Français du nom d'Étienne Brûlé est le premier Européen à s'aventurer en territoire huron. L'objet a été enterré à Mantle entre 1500 et 1540, soit 2 générations plus tôt. Comment est-il arrivé là? Première étape de l'enquête, l'analyse de l'objet lui-même. S'il date du début du XVIe siècle, qu'est-ce que c'est? Je me suis demandé si c'était un morceau de lame, un fragment d'épée. Est-ce que ça venait du ciseau d'un charpentier? Est-ce que c'était un rabot? Ou une hache? Il fallait faire des analyses scientifiques pour en avoir le cœur net. C'était un vrai mystère. Ron Williamson fait appel à Andrea Carnevale. Cette chercheuse en archéologie a l'habitude d'utiliser les méthodes de la police scientifique. Quand on ne trouve pas la réponse avec les analyses classiques, j'interviens. Je suis une sorte de passerelle entre les scientifiques et les archéologues. Elle utilise un microscope numérique très puissant pour observer l'objet en détail.
C'est un petit morceau de fer très rouillé. Les incrustations masquent la forme de l'objet, donc on ne peut pas savoir ce que c'est. Mais il est en fer, ce qui est exceptionnel. Ce pourrait être l'un des plus anciens qu'on ait trouvé ici. Donc ça nous conduit à de nombreuses questions. D'où vient-il? Comment est-il arrivé là? Archéologique jamais entreprise par son équipe. Des traces des habitants de ce village du XVIe siècle commencent à sortir de terre. Le bord est dentelé. Les motifs diagonaux sur la poterie ne trompent pas. Bon sang. On voit bien. La même chose partout. Oui, c'est identique. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Ça fait une sorte de ponctuation ici et là aussi. D'après la décoration des poteries, ceux qui vivaient là appartenaient au groupe des Wenda. Avant l'arrivée des Européens en 1610, les Wenda étaient l'une des nations amérindiennes les plus puissantes d'Amérique. Aujourd'hui, on les appelle les Hurons. Depuis plus de 30 ans, Ron Williamson étudie des sites Hurons et c'est l'un des plus grands spécialistes de leur histoire. C'est d'une richesse incroyable. Au début du XVIe siècle, les Hurons étaient environ 30 000. Ils habitaient de petits villages de 300 ou 400 habitants le long de la rive nord du lac Ontario dans l'actuel Canada. Ils construisaient des maisons longues dont la taille variait selon l'importance de la famille ou du clan et ils entouraient souvent leur village d'un mur défensif appelé palissade. Je crois que j'ai quelque chose là. Ça ressemble à quoi? Je pense que c'est l'emplacement d'un poteau. Je vais le dégager pour y voir plus clair. Je me demande si c'est pas le reste d'un mur. Ron, tu veux jeter un coup d'œil? Qu'est-ce que c'est? Une palissade, je crois. Il y a une rangée? On dirait bien. Les palissades protégeaient les Hurons de leurs ennemis, les villages voisins et les autres peuples amérindiens. Ils étaient cernés par les Algonquins au nord, les Neutres à l'ouest, les Iroquois au sud et les Iroquoiens du Saint-Laurent au nord-est. Avant de découvrir le site de Mantle, Ron Williamson pensait bien connaître les Hurons. Mantle est un lieu unique. C'est un site qui n'en finit pas de nous surprendre. C'est incroyable. D'un jour à l'autre, je ne sais pas ce que je vais découvrir sur mon bureau ou dans les résultats d'une analyse. Mantle change notre vision des Hurons à tout point de vue. Le site de 4 hectares est le plus grand que l'équipe ait jamais exploré. Ron, il faut que tu vois ça. Au fil des mois, elle trouve des armes en pierre, des outils en os et des poteries. Au total, il y a 200 000 objets. C'est un record. Maintenant qu'on a tout sorti, on se retrouve avec une masse d'informations qui dépasse nos espérances. On dispose du plus grand nombre d'objets et de maisons longues pour un site pré-européen du sud-est du Canada. Environ 2000 personnes vivaient dans 98 maisons longues entourées d'une palissade de 3 rangées. Tout avait été construit en bois avec des outils en pierre. Ron, viens voir ça. C'est une hache en pierre.
Regarde, cette partie est intacte. C'est vraiment très beau, bien lisse. Ça a été poli avec une meule. Ces objets sont très importants parce qu'ils datent de l'époque pré-européenne. Les Hurons s'en servaient pour couper les arbres. Ces gens n'avaient que des haches en pierre. Combien de temps faut-il pour abattre un arbre avec ce genre d'outils? Et ensuite, pour en faire des maisons. « 95% du travail des archéologues consiste à reconstituer la vie quotidienne. » Au Canada, des archéologues ont récemment fait une découverte exceptionnelle. On se serait cru dans Indiana Jones, c'était incroyable. Ce nouveau site bouleverse tout ce qu'on sait de l'Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens. Les archéologues n'en croient pas leurs yeux. C'est le village le plus complexe qu'on ait trouvé dans cette région. On y a découvert un grand nombre d'objets et de maisons longues. Mais qui étaient ces habitants? C'est la première fois que je vois ça. Derrière ce mystère, il y en a un autre. Un objet incongru. Les objets ont un esprit. C'est vraiment génial. D'où vient-il? Ça me fait tout drôle de le tenir dans mes mains. Quel rôle a-t-il joué? Les réponses à ces questions vont amener les chercheurs à réécrire l'histoire. Cet objet a porté malheur à mon peuple. Une découverte archéologique hors du commun vient d'être faite près de Toronto, au Canada. C'est un objet en fer. Le village Huron, où il a été découvert, a été bâti un siècle avant l'arrivée des Européens dans cette région en 1610. Pour les historiens, c'est une énigme. Au XVIe siècle, les premiers habitants d'Amérique du Nord ne travaillaient pas le fer. Comment un objet européen s'est-il retrouvé dans ce village huron? Que peut-il nous révéler? Pour le savoir, il faut explorer le site. Voici l'histoire d'un village huron extraordinaire et d'un objet en fer au parcours incroyable depuis l'Europe jusqu'au Canada. Aujourd'hui, à l'endroit même de ce village, se trouve un quartier résidentiel d'une petite ville appelée Mantle. Le site, fouillé par les archéologues Jennifer Birch et Ron Williamson, n'était qu'un champ. Le résultat des fouilles les a stupéfaits. On se serait cru dans Indiana Jones, c'était incroyable. Au début, j'ai reçu un coup de fil au bureau me disant « Ron, tu ne vas pas le croire. C'est énorme. On a tout un village. » Quand on a parcouru le champ, on a fait comme d'habitude. On a planté un petit drapeau là où on trouvait quelque chose. On avançait et on mettait un drapeau, et puis un autre, et encore un autre.
À un moment, on a regardé derrière nous et on a réalisé que le champ était recouvert de petits drapeaux. Il y avait des pièces archéologiques partout. C'était d'une densité incroyable. Ce jour-là, on a su que le site sortait vraiment de l'ordinaire. Quand je suis arrivé, je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai tout de suite compris qu'on était devant un village immense et complexe. J'ai regardé le champ et tous les drapeaux. Les vestiges étaient partout. Je n'avais jamais vu ça de toute ma carrière. À ce moment-là, je suis passé du terrain en 2 dimensions au site d'une communauté en 3 dimensions qui était là autrefois. J'ai imaginé la scène, avec des maisons longues et des palissades. Et je me suis dit que ça devait être un endroit impressionnant, il y a 500 ans. Mais quels étaient ces gens qui vivaient dans ce village? Ron Williamson entame alors la plus grande fouille